En 48 heures, tout peut basculer. Contrôle des ressources, liberté de décision, respect ou humiliation, exemple à suivre ou leçon à méditer. L'histoire, ici, s'écrit au conditionnel. Mais comment en est-on arrivé à ce point de confrontation silencieuse, où une voix anonyme au téléphone menace de faire tomber un président? Quelles forces invisibles, quels intérêts croisés, quels pactes secrets s'affrontent dans l'ombre derrière ces ultimatums nocturnes? Ce qui se joue n'est ni une déclaration de guerre au sens classique, ni une tentative de coup d'État brutal telle que l'Afrique en a tant connue au XXe siècle. Non, nous sommes ici face à une nouvelle forme d'intimidation, une diplomatie de la peur. C'est une extorsion qui avance masquée, drapée du langage de la négociation, où chaque mot prononcé à distance pèse plus lourd que 1000 soldats rassemblés sur une place publique. La menace ne gronde pas par le bruit des chenilles de chars, mais par la certitude tranquille d'une voix étrangère, convaincue de pouvoir imposer sa loi à tout un pays, même sans jamais fouler son sol. Pourtant, cette nuit-là, un choix décisif va être posé. Ibrahim Traoré refuse de céder à la pression, de négocier sous la contrainte, de sacrifier la dignité de son peuple sur l'autel de sa sécurité personnelle. Il choisit d'affronter la tempête, non seulement pour lui-même, mais pour l'avenir de tout un pays, et peut-être pour le destin d'un continent. Ce qui se joue là dépasse de loin un simple duel entre deux volontés individuelles. C'est la souveraineté d'un État qui est en jeu, la dignité d'un peuple et la possibilité pour l'Afrique, enfin, d'ouvrir une nouvelle page où aucune puissance étrangère n'impose plus sa volonté. Pour saisir la nature du piège qui s'est refermé sur Ibrahim Traoré, il faut remonter le fil de l'histoire, explorer la complexité des intérêts miniers, des alliances diplomatiques, des dépendances économiques et des tensions géopolitiques accumulées. Tout commence bien avant ce coup de fil, dans l'opacité des contrats, l'influence cachée des réseaux financiers et la lutte acharnée pour la maîtrise des matières premières stratégiques. Peut-on véritablement renverser un pays sans mobiliser la moindre division blindée, sans organiser de putsch sanglant, simplement par la menace insidieuse d'une voix inconnue au bout du fil? Cette question, qui pourrait sembler tirée d'un roman d'espionnage ou d'un film d'intrigue politique, est pourtant au cœur d'une réalité contemporaine bien plus dérangeante. À 3h17 du matin, alors que le palais présidentiel de Ouagadougou est plongé dans une obscurité profonde et que le silence règne dans les couloirs, un téléphone sonne. Ce n'est pas un appel ordinaire. Il s'agit d'un ultimatum glacial, une sommation qui va bouleverser le destin du président Ibrahim Traoré. Il dispose de 48 heures, pas une de plus, pour rétablir intégralement les contrats miniers israéliens, réactiver des accords de surveillance secrets et annuler toutes ces décisions jugées contraires aux intérêts étrangers. Sinon, la menace est claire, il devra quitter le pouvoir, de gré ou de force. Prenons l'exemple du Niger voisin, dont l'uranium fut pendant des décennies la clé de voûte du parc nucléaire français. Lorsque le Niger a tenté de renégocier ses contrats avec Areva, la riposte diplomatique ne s'est pas fait attendre, allant même jusqu'à des tentatives de déstabilisation économique et politique. De même, la République démocratique du Congo a vu son histoire marquée par l'exploitation de ses minerais, du cuivre au coltan, dans un contexte de conflits et d'interventions étrangères. Pourquoi le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest sans armée puissante, sans arsenal nucléaire, sans accès à la mer, fait-il trembler une grande puissance étrangère? Cette question, aussi déroutante qu'urgente, incarne l'énigme de notre époque. 22 millions d'âmes, un territoire bordé de frontières terrestres, aucun atout militaire apparent. Sur le papier, le Burkina Faso semble vulnérable, fragile face aux géants du monde. Pourtant, derrière cette façade, il concentre un pouvoir bien réel, celui de ses ressources stratégiques. Or, zinc, manganèse, cuivre, phosphate, ces mines font naître des convoitises féroces. Ces richesses du sous-sol attirent les regards et justifient, aux yeux de certains, toutes les formes d'ingérence. Pour de nombreuses capitales lointaines, contrôler ces matières premières revient à sécuriser leur avenir industriel, énergétique ou technologique. C'est la logique de la dépendance inversée. L'Afrique détient les ressources, mais ce sont les autres qui fixent les règles. Cette réalité n'est pas nouvelle. Depuis l'époque coloniale, l'exploitation minière s'accompagne de contrats léonins, de clauses opaques, de réseaux de corruption et d'un chantage permanent à l'investissement ou au retrait des capitaux. Dans ce nouveau théâtre d'affrontement, la guerre a changé de visage. Elle s'exprime à travers des pressions économiques, investissements suspendus, chantiers bloqués, sanctions avouées ou voilées. Elle se déplace aussi sur le front invisible du cyberespace,
Attaques informatiques visant les banques, les médias, les infrastructures vitales, campagnes de désinformation pour semer la confusion et discréditer les dirigeants. À cela s'ajoute un arsenal d'armes non conventionnelles, manipulation des réseaux sociaux, propagation de fausses nouvelles, infiltration de groupes d'opposition, financement occulte de campagnes déstabilisatrices. Un précédent historique éclaire la situation. En 2010, en Côte d'Ivoire, la crise post-électorale a été aggravée par des campagnes de fake news, des fuites de documents confidentiels et une implication massive d'acteurs étrangers bien au-delà de la simple rivalité entre partisans de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara. Plus récemment, au Venezuela, les sanctions financières et les cyberattaques ont paralysé l'économie et isolé le pays sur la scène internationale. C'est dans cette atmosphère de guerre hybride que le président Ibrahim Traoré reçoit, en pleine nuit, un appel qui glace le sang. En urgence, le Conseil de crise est réuni, ministère de la Défense, renseignements intérieurs et extérieurs, diplomatie, économie, tous comprennent que la menace dépasse de loin tout ce qu'ils ont connu jusqu'à ce jour. Il ne s'agit plus d'un simple différend commercial, mais d'une offensive globale visant à briser la résistance d'un pays, à forcer un changement de régime, à imposer de nouvelles règles du jeu. Le pire scénario se dessine. Effondrement économique, paralysie numérique, isolement diplomatique, voire fuite précipitée du chef de l'État. Ce n'est pas un fantasme. Dans d'autres pays, ces méthodes ont déjà abouti à la chute de gouvernements démocratiquement élus ou à l'installation de régimes fantoches. On se souvient du cas du Chili en 1973, du renversement d'Allende orchestré par des pressions extérieures, ou encore du coup d'État en Iran contre Mossadegh en 1953, où de simples menaces mêlées à la guerre psychologique ont suffi à faire basculer la situation. Le décor est désormais planté. Un pays fragile, soumis à une attaque d'ampleur inédite, se trouve à la croisée des chemins. Comment résister à un ultimatum qui semble ne laisser aucune échappatoire ? Ici commence une lutte où se décide bien plus que le destin d'un seul homme. C'est celui d'une nation, d'un continent, d'une génération. Face à la pression étrangère, deux options s'offrent, céder ou résister. Mais si la seule arme invincible était l'élan collectif d'un peuple? Dans ce chaos, la solidarité africaine ne fait qu'émerger, souvent de manière timide. Quelques signaux de soutien, des gestes discrets, des messages codés. Mais pour Traoré, le sentiment de solitude est écrasant. Son seul rempart, la lucidité de son entourage, la résilience de son peuple et une détermination sans faille à ne rien céder, quoi qu'il en coûte. Ce n'est plus seulement une affaire interne au Burkina Faso, mais la question fondatrice de la souveraineté africaine face à la domination extérieure. Chaque décision prise dans ces heures critiques peut changer le cours de l'histoire. Le compte à rebours est lancé. L'heure n'est plus aux hésitations. Chaque geste, chaque mot, chaque choix peut faire basculer l'avenir dans un sens ou dans l'autre. Mais Traoré va découvrir que la plus grande force d'un peuple ne réside pas dans ses armes, mais dans sa capacité à s'unir, à faire bloc face à l'adversité, à transformer la peur en énergie collective. Une leçon que l'histoire a déjà illustrée maintes fois, du mouvement de libération de l'Algérie à la résistance indienne sous Gandhi. Au cœur d'une nuit déjà lourde de menaces, le palais de Ouagadougou retient son souffle. Ibrahim Traoré, debout face à l'ultimatum, tranche. Ni chantage, ni compromis. Sa réponse inflexible marque le début d'une riposte inédite. Il ne s'agit pas d'un acte de bravoure isolé, mais d'un choix réfléchi, nourri par l'exemple de ceux qui, ailleurs, ont su dire non aux diktats extérieurs. Sans délai, le président burkinabé active ses réseaux diplomatiques. Téléphone sécurisé en main, il contacte Caracas, puis Téhéran, Moscou, enfin Pékin. En moins de 24 heures, une toile nouvelle d'alliance s'étend, brisant l'isolement que voulaient imposer les architectes de la crise. Cette stratégie de diversification des partenaires n'est pas inédite. En 2015, la Grèce, confrontée à la pression de l'Union européenne, a menacé de se tourner vers la Russie et la Chine pour desserrer l'étau financier. Au Venezuela, le gouvernement Maduro a multiplié les alliances avec la Turquie, l'Iran, la Chine et la Russie pour contourner les sanctions américaines. Mais l'attaque ne se limite pas à la sphère diplomatique. Très vite, le Burkina Faso subit une déferlante de désinformation. Rumeurs de coup d'État, vidéos manipulées circulant sur WhatsApp et Facebook, comptes anonymes semant la panique sur les réseaux sociaux. Les cyberattaques frappent les banques, les médias, les infrastructures énergétiques, les paralysant parfois plusieurs heures.
Les investisseurs occidentaux suspendent leur aide, menaçant un équilibre budgétaire déjà précaire. Pourtant, la population refuse de céder à la peur. À Ouagadougou, dans les grandes villes, des foules innombrables s'assemblent spontanément, brandissant leur soutien à la résistance. Les slogans de souveraineté fusent. Burkina ne cède pas. L'Afrique choisit sa voie. Notre dignité, notre force. Les téléphones filment, les réseaux propagent et la détermination collective prend racine. C'est le même réflexe qui, lors des printemps arabes, a permis de contourner la censure et de mobiliser une jeunesse avide de changement. L'ultimatum contre Traoré devient public, volontairement ou non. Ce n'est plus une menace cachée, mais un défi lancé à tout un peuple. Le refus du président, révélé par les médias locaux puis internationaux, galvanise l'opinion. Partout, on scande la dignité retrouvée, le droit de choisir son destin sans tutelle. Des artistes écrivent des chansons, des poèmes, des graffitis apparaissent sur les murs et des enseignants intègrent dans leurs cours l'étude des résistances africaines à l'ingérence étrangère. Le risque est immense. Céder, c'est admettre que toute voix libre peut être étouffée, que toute volonté d'indépendance peut être brisée par la pression étrangère. Mais résister, c'est ouvrir la voie à une Afrique souveraine, maîtresse de ses règles et de ses alliances. Ce dilemme rappelle celui de la révolution ghanéenne sous Kwame Nkrumah ou de la lutte pour la nationalisation du pétrole en Iran. À cet instant, tout bascule. La tentative de déstabilisation, loin d'éroder la cohésion nationale, la renforce. Des syndicats aux commerçants, des artistes aux paysans, chacun rejoint la mobilisation. Le choc venu de l'extérieur allume une flamme d'unité qui franchit les frontières. À Bamako, Niamey, Accra, les capitales s'élèvent en solidarité. Les messages de soutien affluent, les manifestations s'organisent et la doctrine du président jetable vacille. Car si Traoré tombe, c'est tout un espoir continental qui chancelle. Mais si la résistance tient, alors un nouveau cap s'ouvre pour l'Afrique. Mais alors que la pression atteint son paroxysme, un événement inattendu bouleverse l'équilibre. L'ennemi dévoile sa prochaine carte, une fuite massive de documents compromettants, destinés à discréditer le gouvernement burkinabé, à saper la confiance des partenaires, à semer le doute dans la population. Le compte à rebours s'accélère. Dans d'autres contextes, ce genre de fuite, comme les Panama Papers ou les révélations de Wikileaks, a déjà fait vaciller des gouvernements. Et si, pour la première fois, l'Afrique fixait ses propres règles? Ce qui semblait impensable il y a à peine quelques semaines devient soudain réalité. L'ultimatum a expiré. Ibrahim Traoré est toujours en place, porté par une marée humaine dans les rues de Ouagadougou. Ni la force, ni les menaces, ni la perspective de l'isolement n'ont fait plier le pays. Cette résistance inattendue déclenche un effet domino sur tout le continent. Ailleurs, d'autres gouvernements reconsidèrent leurs alliances, remettent en question de vieux contrats devenus suspects. La peur change de camp. Dans les coulisses, les chancelleries s'affolent, conscientes que le vent a tourné. Des diplomates occidentaux tentent de renouer le dialogue, proposent des compromis, mais la confiance est brisée. Les difficultés sont bien réelles. Inflation, rupture d'approvisionnement, incertitudes économiques. Mais nul ne regrette le choix de la résistance. Au contraire, l'espoir d'un destin africain maîtrisé s'enracine. Ce n'est pas qu'un bouleversement institutionnel, c'est une révolution silencieuse dans les mentalités. Désormais, chaque citoyen, du vendeur ambulant à l'enseignant de village, se sent acteur d'une histoire commune. Lors d'une session historique de l'Union africaine, une décision inédite tombe. Une résolution ferme interdit désormais toute ingérence extérieure dans les transitions politiques. 23 États signent, d'une seule voix, le protocole de Ouagadougou. Désormais, chaque tentative de renversement de régime, chaque pression avérée, devient affaire continentale et déclenche automatiquement la solidarité des signataires. Ce mécanisme rappelle, d'une certaine façon, l'OTAN ou l'Union européenne, où l'attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous. Pour la première fois, la diplomatie africaine ne subit plus. Elle propose, impose, négocie sur un pied d'égalité. Mais la liberté se paie cher. Dans les jours suivants, les sanctions économiques s'abattent. Les médias occidentaux annoncent chaos et isolement, prédisent l'effondrement du pays. Pourtant, dans la société burkinabé, un sentiment nouveau circule. Fierté, dignité, la conviction d'avoir résisté ensemble pour quelque chose de plus grand que soi-même.
L'Afrique parle enfin d'une voix forte, dans une langue inattendue, celle de la dignité retrouvée. Le monde observe, incrédule. Le respect, jadis conditionnel, prend racine. Les visites officielles affluent d'Asie, d'Amérique latine, du Moyen-Orient. De nouveaux partenariats économiques, culturels et technologiques se créent, hors des circuits occidentaux traditionnels. Certains pays africains lancent des projets communs d'infrastructures, des universités panafricaines, des plateformes numériques souveraines. Le monde doit compter avec une Afrique qui ne s'excuse plus d'exister. Dans l'épreuve, elle invente sa propre voie. L'effet d'entraînement gagne déjà les frontières voisines. Au Togo, au Bénin, au Sénégal, des mouvements citoyens réclament plus de transparence, plus d'indépendance face aux partenaires extérieurs. La dignité d'un peuple peut-elle vraiment transformer tout un continent? Mais la tempête ne fait que commencer. Parmi les alliés et les adversaires, chacun prépare sa riposte. Les puissances déstabilisées tentent de réinventer leur stratégie d'influence. Elles investissent dans de nouveaux médias, nouent discrètement des contacts avec des élites locales, soutiennent des projets culturels pour regagner la confiance perdue. Mais la dynamique a changé. Le rapport de force n'est plus le même. Des initiatives citoyennes voient le jour, coopératives agricoles, réseaux d'entraide, banques communautaires. Des plateformes de financement participatif permettent de soutenir des projets locaux, de renforcer l'autonomie alimentaire, de développer des solutions énergétiques adaptées. On organise des forums sur la souveraineté numérique, sur la gestion éthique des ressources, sur le renforcement des institutions démocratiques. Le courage peut-il servir de boussole collective? Face à la menace, la dignité est devenue une arme, et cette force tranquille infuse toute la société. Une culture de résistance s'installe. Sur les murs, de grandes fresques racontent la nuit de l'ultimatum. Dans les écoles, des livres et des chansons exaltent un peuple qui ne plie pas. Au cinéma, de nouveaux récits revisitent l'histoire africaine, offrant à la jeunesse des héros qui refusent la soumission, même sous la pression la plus féroce. Mais l'élan dépasse l'art. À Kampala, l'Académie africaine de leadership ouvre ses portes. Sa mission, forger des leaders autonomes, aptes à décider sans attendre l'approbation d'autrui. On y apprend à négocier, à innover, à tenir tête et surtout à croire que nul destin africain n'est dicté de l'extérieur. Les méthodes pédagogiques s'inspirent de l'expérience du Rwanda, qui, après le génocide, a su reconstruire des institutions solides et indépendantes. Cette confiance irrigue aussi les infrastructures. Les premiers fonds pour une monnaie continentale sont réunis, une monnaie pensée par et pour l'Afrique pour ne plus dépendre de volontés étrangères. Un Internet africain voit le jour, sécurisé et souverain. Bientôt, un satellite régional relie les villages les plus reculés, réduisant la fracture numérique. Ressources naturelles, talents, réseaux, tout converge vers un même idéal d'autonomie réelle. Pour la première fois depuis des générations, la jeunesse rêve de rester. Construire ici, innover localement, plutôt que partir. Ce nouvel imaginaire brise la résignation. Il ravive une fierté, une soif de faire grandir le continent de l'intérieur sans copier des modèles venus d'ailleurs. Dans les universités, les étudiants africains développent des solutions technologiques adaptées, des applications pour l'agriculture intelligente, des modèles économiques solidaires. Ce mouvement franchit les frontières. Sur la scène internationale, certaines voix issues de la communauté juive s'élèvent contre l'ultimatum, dénonçant l'écart entre principes proclamés et intérêts géopolitiques. Des intellectuels, des artistes, des militants tissent des alliances inédites, organisent des conférences, publient des tribunes. Ce dialogue fissure les vieilles alliances, oblige à repenser où siège la vraie légitimité. À présent, les regards du monde se tournent vers ce laboratoire de souveraineté. L'heure est venue de découvrir si ce sursaut peut survivre à l'épreuve du temps. La question n'est plus seulement celle de la résistance, mais de la transformation en profondeur. Mais cette renaissance n'a rien d'un conte. Ce n'est qu'un commencement. Tout reste à conquérir. Quelle Afrique naîtra d'une génération qui n'attend plus de permission pour avancer? Les défis sont immenses. Lutte contre la corruption, modernisation des infrastructures, amélioration des systèmes éducatifs, inclusion sociale. Mais l'élan est là, irréversible. Désormais, il ne s'agit plus d'une crise éphémère. L'Afrique peut briser, une fois pour toutes, le cycle de dépendance qui l'a longtemps freiné. Imposer une narration nouvelle, celle d'un continent qui refuse d'être réduit à ses blessures et qui choisit, par la dignité et l'audace,
de réécrire sa place dans le monde. Les médias panafricains émergent, produisent des contenus originaux, couvrent l'actualité internationale sous un angle africain. Dans le même temps, la solidarité sud-sud se renforce. De Dakar à Téhéran, de Caracas à Pretoria, les leaders partagent outils et stratégies de souveraineté. Ensemble, ils échangent des méthodes pour résister à la pression, protéger leurs ressources, imposer une voie commune face aux menaces venues du Nord. Des groupes de travail mixtes, des plateformes d'innovation partagées, des plateformes d'échange d'étudiants s'organisent. L'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine élaborent un agenda commun pour la réforme des institutions internationales. Quand le téléphone a sonné, une question brûlante a surgi. Qui contrôle vraiment notre avenir? Sous le ciel muet de Ouagadougou, la frontière invisible entre la peur et la résistance s'est dévoilée. D'un côté, une voix étrangère, tranchante, qui exigeait soumission. De l'autre, un silence tendu, porteur du destin d'un peuple entier. Il aurait été si simple de laisser ce moment sombrer dans l'oubli, de le classer parmi tant d'autres crises, balayées par le tumulte du monde. Mais oublier, c'est autoriser la soumission à reprendre racine. Cette nuit-là, il ne s'agissait pas seulement de la survie d'un président. Il s'agissait de la mémoire collective d'un choix décisif. Plier ou se tenir debout, céder ou écrire l'avenir. Aucun char n'a roulé dans les rues. Aucun soldat n'a défilé sous la lune. Tout a tenu à une seule voix, un ultimatum et une réponse ferme. Un refus net comme un couperet. Ce refus venait d'une génération qui refuse de rendre ce qu'elle a acquis au prix de la sueur et du courage. Une génération qui comprend que la dignité est une arme silencieuse, parfois plus puissante que toutes les menaces. La résistance n'a pas pris la forme d'une guerre ouverte. Elle a pris la forme d'une décision souveraine. Ne pas négocier l'autonomie du pays. Refuser la peur. Préserver l'avenir de millions de citoyens plutôt que de sacrifier leur liberté pour quelques contrats ou la promesse d'une paix illusoire. Ce choix, fait dans l'ombre d'un bureau, a traversé les frontières du Burkina Faso. Il est devenu le symbole d'une Afrique qui se redresse, fière de sa propre valeur. Oublier cette nuit, ce serait risquer de revivre les mêmes chaînes, les mêmes décisions arrachées sous la contrainte. Se souvenir, au contraire, c'est ouvrir la voie à une renaissance. C'est graver dans nos esprits que la dignité n'est pas un luxe, mais une force contagieuse, capable d'inspirer et de transformer. Alors, face à l'avenir, la question n'est plus seulement qui osera encore menacer, mais surtout qui saura se souvenir et refuser de fléchir pour que ces instants de dignité deviennent la règle et non l'exception. Aujourd'hui, le poids de ce moment repose sur chacun d'entre nous. Le courage d'un président ne suffit pas. Il faut la vigilance de tout un peuple et de tous les peuples. Liberté, respect, la possibilité de réinventer la place de l'Afrique dans le monde, tout dépend de notre mémoire, de notre capacité à ne pas redevenir spectateurs de notre propre histoire. Saurons-nous, collectivement, transformer la résistance en renaissance? La réponse, désormais, nous appartient à tous. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour défendre la souveraineté de votre pays? Quels sacrifices seriez-vous prêt à consentir pour que la dignité ne soit plus un mot, mais une réalité partagée? Le destin du Burkina Faso cette nuit-là n'a pas seulement transformé un peuple. Il a lancé une question à l'échelle du monde entier.